Bonjour et bienvenue à cette vidéo de révision pour le cours de Sciences et technologies de secondaire 4. Aujourd'hui, on va regarder la matière du premier chapitre. On commence la matière en parlant du modèle atomique. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle atomique, c'est un modèle qui est évolutif. On n'a pas toujours eu toutes les connaissances qu'on avait de besoin pour bien décrire l'atome, et son modèle, la façon de le représenter, a évolué avec le temps en fonction des découvertes qu'on a eues avec Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, et ainsi de suite. Donc, je commence avec le premier modèle, le modèle de Dalton. Dalton, c'est un scientifique qui a ramené l'idée que toute la matière est constituée d'atomes, et que ces atomes sont infiniment petits et indivisibles chimiquement. Aussi, Dalton a précisé que tous les atomes d'un même élément sont semblables. Donc, tous les atomes d'oxygène sont pareils, tous les atomes de chlore sont pareils. Mais, les atomes d'éléments différents sont différents. Donc, un atome de chlore est différent d'un atome d'oxygène. Et pour lui, l'atome ressemblait tout simplement à une sphère. Deuxième modèle qu'on va aborder, c'est le modèle de Thomson. Thomson a fait l'expérience du tube cathodique. Le tube cathodique, ça ressemble à peu près à ça. Mais dans le fond, c'est une vieille télévision avec un gros tube. Là. Donc ça, si on peut retrouver ça chez vos grands-parents, c'est quand même assez vieux. C'est ce qu'il y avait avant les écrans plasma. Un tube cathodique, il y a un canon à électrons. Donc on envoie des électrons et il y a des aimants qui sont placés sur le bord du tube cathodique et ça fait dévier le flux d'électrons vers la borne positive. Et c'est ça l'expérience que Thomson a fait. Et quand il a réfléchi, il a compris que les particules qui étaient projetées par le canon à électrons, les électrons, ils étaient négatifs parce qu'ils étaient attirés par la borne positive. Le plus et le moins, ça s'attire. Et s'ils sont de même charge, comme plus ou moins, ils vont se repousser. Donc ici, Thomson a dit, des particules arrachées à l'atome sont déviées vers la borne positive d'un aimant. C'est ça qu'il a découvert, qu'il a observé. Et ça lui a permis de raffiner le modèle de Dalton en disant que l'atome est une sphère positive sur laquelle on retrouve des électrons, des petites particules négatives qu'on peut arracher à l'atome. Et son modèle ressemble à ça. Donc, l'atome, une grosse particule positive avec plein de petits électrons dessus qu'on pourrait arracher. Maintenant, on va parler du modèle de Rutherford-Bohr. Rutherford a fait l'expérience de la feuille d'or. Ici, ce que Rutherford a remarqué, c'est qu'il a projeté des particules positives sur une feuille d'or. Et autour de la feuille d'or, il y avait un écran fluorescent qui pouvait s'illuminer, qui s'était frappé par les particules radioactives. Il a remarqué deux choses. Donc, première chose qu'il a remarqué, c'est que la grande majorité des particules traversaient l'atome sans être déviées ou sans rebondir. Donc là, ça l'a amené à comprendre, à dire que les particules traversent la feuille d'or, donc l'atome est constitué majoritairement de vide. Première chose qu'il a découverte. Deuxième chose qu'il a découverte, deuxième constat, c'est que certaines particules étaient déviées, rebondissaient sur le noyau. Et ici, il faut comprendre un petit peu le magnétisme. Si j'ai deux particules qui sont de charge opposée, comme un plus et un moins, quand on va les approcher, ils vont se coller l'un sur l'autre. Mais au contraire, si j'ai deux particules de charge opposées, un plus avec un plus ou un moins avec un moins, ils vont essayer de se repousser, deux aimants qui se repoussent. Donc ici, si le noyau avait été négatif, les particules positives envoyées par la source radioactive auraient collé sur le noyau. Comme les particules positives rebondissent sur le noyau, celui-ci est nécessairement positif lui aussi. Donc le deuxième constat de Rutherford-Bohr, c'est que certaines particules positives rebondissent. Elles ont frappé quelque chose de petit et positif, le noyau. Ainsi, Rutherford améliore le modèle de Thomson. Selon lui, les électrons tournent autour d'un petit noyau positif entouré de vide. Et on a à peu près la représentation du modèle de Rutherford à l'écran. Deux choses, on se rappelle, il y a le noyau au centre, et autour du noyau, c'est du vide, principalement.
Enfin, la dernière personne à avoir amélioré le modèle atomique, c'est Bohr. Bohr, c'est un contemporain de Rutherford, il travaillait avec lui, et il a découvert le spectre lumineux des gaz. En fait, il a observé le spectre lumineux des gaz et il s'est questionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, quand on fait passer un courant électrique dans un gaz, ça produit de la lumière. Et cette lumière, on peut la dévier avec un prisme cristallin, et on obtient des traits lumineux à certaines longueurs d'onde. Et Bohr a compris, dans le fond, que la lumière était produite par l'électron qui se déplaçait d'une couche électronique à l'autre. Pourquoi? Ben parce que il a observé qu'un gaz traversé par un courant électrique produit une lumière précise, qui est spécifique à ce gaz. Fait que s'il change le gaz, la lumière produite va être différente. Et c'est ce qui lui a amené à comprendre que les électrons se déplaçaient sur des couches électroniques qui étaient variables un petit peu d'un atome à l'autre. Fait qu'il a compris vraiment le concept de couche électronique. Fait que si on précise le modèle Rutherford-Bohr, qui est celui qu'on va utiliser cette année, bien, Bohr améliore le modèle de Rutherford en précisant que les électrons se déplacent sur des couches électroniques. Et voici le modèle qu'on possède, où on a le noyau qui est positif, qui contient 16 protons, avec les électrons qui tournent sur des couches électroniques autour du noyau. Maintenant, connaître l'atome, c'est important, mais l'outil le plus significatif, c'est vraiment le tableau périodique. Comprendre l'atome, ok, c'est beau, mais faut être capable d'utiliser le tableau périodique et être capable de l'exploiter avec tout son potentiel. Le tableau périodique, ça a été découvert par Dmitri Mendeleïev, qui était un Russe, et il travaillait pour l'organisme des poids et mesures de la Russie. Donc, c'était quand même un scientifique, mais lui, ce qui l'intéressait, c'est comment les choses pesaient. Donc, c'est lui qui a développé le tableau périodique. Le tableau périodique, premièrement, c'est une classification de tous les éléments connus, organisés et regroupés selon leurs propriétés physiques et chimiques. Donc, si c'est pas dans le tableau périodique, c'est pas un élément. C'est autre chose, c'est un composé, c'est une molécule, mais ce n'est pas un élément chimique. Un élément chimique, c'est un atome tout seul qui a ses caractéristiques physiques et chimiques propres. Un peu comme le chlore, l'oxygène, l'hydrogène, et ainsi de suite. Avant de parler de la structure du tableau périodique, on va parler de la case. Une case du tableau périodique contient, dans le fond, les informations importantes pour un élément. Aujourd'hui, je prends l'exemple qui est l'osmium. Donc, l'osmium, on voit rapidement qu'il y a 4 informations. La première, ben, ici c'est facile, c'est son nom chimique. Des fois, certains éléments peuvent avoir un nom qui est plus commun, mais dans le tableau périodique, c'est toujours le nom chimique, son nom officiel. Il est accompagné par son symbole chimique, ce qu'on va retrouver généralement dans les formules chimiques pour raccourcir, dans le fond, la nomenclature. Ensuite, il y a 2 chiffres. Le premier chiffre, le petit chiffre, c'est le numéro atomique. Alors que le deuxième chiffre, le gros chiffre, c'est la masse atomique. Donc ici, c'est super important, le numéro atomique et la masse atomique, c'est 2 informations complètement différentes. Il ne faut pas les mêler. Donc le numéro atomique, c'est le petit chiffre, et la masse atomique, c'est le gros chiffre. Le numéro atomique est vraiment très important. Le petit chiffre, il est le plus important, puisqu'il indique le nombre de protons que contient l'élément. L'osmium contient 76 protons. Mais le numéro atomique indique aussi le nombre d'électrons. L'osmium a 76 protons et 76 électrons. Ce qui veut dire qu'un élément, un atome, est électriquement neutre. Il n'y a pas de charge, il n'est pas positif, il n'est pas négatif, il est neutre, l'élément. Et ça, c'est important. Donc, le numéro atomique, c'est le nombre de protons et le nombre d'électrons. Ensuite, voici le tableau périodique. C'est celui que vous avez dans votre manuel. C'est aussi le même que je vais vous donner dans l'examen. Alors, remarquez une chose extrêmement importante. Dans le bas à gauche, ben, vous avez la case et les informations qu'ils contiennent. Fait que normalement, si je pose une question, c'est quoi le symbole chimique, nom de l'élément, masse atomique, ça devrait être quand même assez facile à trouver. Autre information très importante, c'est la légende pour la couleur et les symboles chimiques. Ici, le vert, c'est gazeux, le liquide, c'est orange,
Les solides sont en bleu, puis les solides synthétiques sont en mauve. Fait que ça, c'est la phase à 25 degrés Celsius. Donc, quel est l'état de cet élément à 25 degrés Celsius? Fait que si je regarde rapidement, l'hydrogène, le premier en haut, ben, il va donc à l'état normal, à 25 degrés Celsius, son état, c'est gazeux. Fait qu'il se forme gazeuse. Par contre, le tableau va être en noir et blanc à l'examen. Fait qu'on va essayer de pas trop aller sur les phases, mais ce qui est le plus important, c'est la couleur du symbole chimique. On remarque en bas dans la légende que si ton symbole chimique, sa couleur est noire, ça veut dire que c'est des métaux. Si la couleur du symbole chimique, c'est blanc, ça veut dire que c'est un non-métaux. Et si la couleur, c'est gris, c'est un métalloïde. Fait que ici, c'est un indice qui est super important que vous devriez noter, et là, je veux dire noter dans votre tête, parce que ça peut vous aider à répondre à des questions à l'examen. Donc, on vient de parler de métalloïdes, métaux, non-métaux. Donc ça, c'est des grandes catégories d'éléments qu'on retrouve dans le tableau périodique. Par contre, pour s'y retrouver, la première chose qu'on doit voir, c'est l'escalier. Ce petit zigzag qui sépare le tableau périodique en deux moitiés. Mais l'escalier nous permet aussi de repérer, dans le fond, les métalloïdes. Ensuite, à gauche de l'escalier, ben, on retrouve les métaux, et à droite de l'escalier, on retrouve les non-métaux. Hein, les métaux, c'est des substances qui sont légèrement un petit peu malléables, qui vont briller si on les frotte, ils vont bien conduire la chaleur, conduire l'électricité, alors que les métaux ne feront pas ça. Le tableau périodique est aussi séparé, construit, je veux dire, d'une certaine façon, à donner deux informations vraiment importantes. La première information importante, c'est les colonnes. Mais les colonnes, ça s'appelle des familles dans le tableau périodique. Et ça indique le nombre d'électrons de valence. Les électrons de valence, c'est les électrons qu'on retrouve sur la dernière couche électronique d'un atome. Fait que le numéro de la famille, et là je parle du petit numéro en chiffres romains, eh bien ça représente le nombre d'électrons de valence. L'autre chose que le tableau périodique nous permet de savoir, c'est les rangées. Une rangée, ça s'appelle une période, et ça indique le nombre de couches électroniques. Donc ici, on voit que l'hydrogène a une couche électronique, ensuite le lithium en a deux, et enfin, on aurait le sodium, je crois, qui est en dessous de ma flèche dans la période numéro 3, qui aurait 3 couches électroniques. Une autre chose qu'il faut savoir dans le tableau périodique, c'est qu'il y a 4 grandes familles, 4 familles importantes. La première famille, celle de la colonne 1A. Donc ici, de la famille 1A, c'est la famille des alcalins. Les alcalins, c'est des éléments très, très, très réactifs. Ils réagissent violemment avec l'oxygène et pour éviter qu'ils s'enflamment à l'air libre, on doit les conserver dans l'huile. Donc ici, là, les alcalins, c'est pas mal ce qu'il y a de plus réactif. C'est dangereux comme élément. La deuxième famille, la famille 2A, c'est la famille des alcalino-terreux. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont réactifs, mais un petit peu moins réactifs. Donc, ils n'ont pas à être conservés dans l'huile comme leurs voisins, les alcalins. Et les alcalino-terreux, ben, ils se retrouvent généralement dans les sols, sous forme de gisements de minéraux. La troisième famille importante, on va à l'autre côté du tableau périodique, la colonne 7A, qui est les halogènes. Les halogènes sont aussi des éléments très réactifs. Ils sont tellement réactifs qu'on ne peut pas les retrouver sous forme d'éléments dans la nature, ils sont tout le temps sous forme de composés. Et ils sont assez réactifs qu'on va les utiliser comme agents nettoyants. Et enfin, la dernière famille importante, la famille 8A, qui est la famille des gaz inertes. Mais comme le nom le dit, les gaz inertes, ils sont chimiquement stables. Ils ne réagissent pas. Et comme ils ne réagissent pas, on va les retrouver sous forme d'éléments dans la nature parce qu'ils ne vont pas se lier chimiquement avec d'autres mondes. Donc là, vous venez de voir les familles. On n'a pas donné trop d'informations par rapport aux familles. C'est suffisant pour les reconnaître.
Maintenant, dernier bout de matière à voir, c'est la représentation de l'atome. La première représentation que nous utilisons, c'est le modèle atomique simplifié. Pour le construire, on a besoin de notre tableau périodique. Et dans le tableau périodique, on se rappelle que les colonnes, c'est les numéros de famille, c'est le nombre d'électrons de valence, et que les rangées, c'est la période, le nombre de couches électroniques. Et ça, c'est vraiment deux informations que vous devez avoir à l'esprit pour construire le modèle atomique simplifié. Donc, j'ai mon tableau périodique, et je veux faire le modèle atomique simplifié du magnésium. Bon, à l'écran, on voit pas très bien les informations, fait que je vais vous donner la case du magnésium. Première chose que je dois faire avec le modèle atomique simplifié, ben, je trace un rond. Hein? Le rond représente le noyau. Et je vais inscrire le numéro atomique. Rappelez-vous, le numéro atomique représente le nombre de protons. Et où est-ce qu'ils sont les protons? Dans le noyau. Fait que, à l'intérieur de mon rond, je vais marquer 12P. 12 le numéro atomique, P pour dire proton. Ensuite, je vais aller voir le numéro de la période. Le magnésium est dans la 3e période. Et là, les périodes, ça représente mon nombre de couches électroniques. Fait que je vais tracer 3 arcs à droite de mon rond qui représentent mes 3 couches électroniques. Ensuite, je vais aller voir le numéro de ma famille, donc la colonne. Le magnésium est dans la colonne 2A. Donc, il a 2 électrons de valence. Les électrons de valence, c'est les électrons sur la dernière couche électronique. Alors, je vais mettre 2 comme électrons, ma dernière couche électronique. Maintenant, il me reste à remplir mes couches inférieures. Et ici, je vous rappelle 4 chiffres à retenir, 2, 8, 8, 2, qui sont le maximum d'électrons que peuvent avoir les couches électroniques. Donc, la première, 2, et la deuxième, 8, sont remplis. Et ça me fait 2 plus 8 plus 2, 12 électrons. J'ai donc mon nombre total d'électrons qui représente mon numéro atomique. Ça, c'est le modèle atomique simplifié. Comme je vous ai dit, je dépasserai jamais le calcium. Fait qu'on dépassera jamais le 2,8,8,2. Fait que si vous connaissez ça, si vous êtes capable de le faire, vous allez vous trouver des points facilement à l'examen. L'autre représentation de l'atome qu'on va faire aujourd'hui, c'est la représentation de Lewis. C'est une représentation simplifiée qui aide à comprendre comment construire des molécules, et c'est encore plus facile que le modèle atomique simplifié. Encore une fois, on va faire le magnésium, et je vous sors la case du magnésium. Première information qu'on a besoin, le numéro atomique. Le numéro atomique, on fait juste l'inscrire, et c'est la première étape de la représentation de Lewis. Deuxième étape, on a besoin de savoir le numéro de la famille. Donc ici, magnésium, dans la famille 2A, ça veut dire qu'il y a 2 électrons de valence. Fait qu'on va marquer les électrons de valence sous forme de petits points noirs de chaque côté de mon magnésium. Donc en haut, en bas, gauche, droite. Et on ne peut pas mettre 2 points collés en haut ou collés en bas, peu importe, tant et aussi longtemps que les 4 côtés n'ont pas au moins un électron. Pour mon magnésium, je vais marquer mon premier point en haut et mon deuxième point à droite. Et je viens de finir la représentation de Lewis du magnésium. Si vous avez placé le deuxième point en bas ou à gauche, ça ne dérange pas. Ça, c'est un petit détail technique et ça n'a aucune influence sur le résultat. On a le magnésium, on voit rapidement qu'il y a 2 électrons de valence et c'est réglé. On va faire un autre exemple, juste pour être sûr qu'on comprenne bien. Cette fois-ci, on va faire l'oxygène. Donc l'oxygène, voici sa case, et son symbole chimique, c'est O. Donc on dessine un O. Je vais regarder maintenant sa famille. L'oxygène dans la famille 6A, ça veut dire qu'il y a 6 électrons de valence. Ce qu'on va faire, on va commencer par mettre un électron de valence de chaque côté de mon O. En haut, en bas, gauche, droite. Donc ici, je marque mes 4 premiers électrons. Fait que là, je vois que mon oxygène a 4 électrons de valence. Mais sa famille, c'est ça, fait qu'il manque 2 électrons de valence. Alors là, je vais compléter des doublets en rajoutant un électron de valence à 2 côtés. Donc, je rajoute mes 2 électrons de valence, et là, je suis rendu avec un total de 6 électrons de valence, et tous mes côtés ont au moins un électron. Fait que ça, ici, c'est la représentation de Lewis. C'est une représentation qui est facile à produire, et qui est facile aussi à comprendre. Symbole chimique et nombre d'électrons de valence, qui est le numéro de la famille. Avec ça, on va aussi terminer la matière pour l'examen.
Donc ici, je vous encourage peut-être à réécouter la vidéo une deuxième fois ou peut-être une troisième fois. Je vais pas vous poser des questions pour vous piéger. Mon objectif, c'est de m'assurer que vous comprenez bien la matière et que quand je vais vous parler d'électrons de valence, de famille, de couche électronique, mais vous allez savoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire et où trouver l'information dans votre tableau périodique. Donc bonne étude et bonne chance.